Alors, comme vous le voyez, il commence le débat sans nous, donc on va peut-être s'y mettre pour cette table ronde intitulée « Destin frappé par l'histoire », où l'on va certainement parler de la place de l'histoire en littérature. Et pour cela, 3 romanciers. Tout d'abord, tout loin de moi, Sorge Chalandon. Sorge, vous êtes à la fois journaliste et romancier. On va parler aujourd'hui du Jour d'avant, Le Jour d'avant, qui est votre 8e livre, publié chez Grasset. Livre dans lequel vous nous emmenez dans le Nord, aux côtés de Michel Flavant. Tout d'abord en décembre 1974, plus précisément le 26 et le 27 décembre 1974, date de la catastrophe de Liévin, qui a fait 42 morts, 42 mineurs morts. Vous y ajoutez un 43e, Joseph, le frère de Michel. Et puis, vous nous emmenez 40 ans plus tard, où Michel revient dans le Nord pour se venger. Et on en parlera un peu plus. Et puis, je tiens à dire que vous avez une grosse actualité en ce moment, puisque vous avez 2 de vos romans qui ont été adaptés en bande dessinée. 3, c'est vrai. Mon traître, Profession du père, et le 3e que j'oublie tout le temps, c'est lequel alors? C'est le 4e mur. En fait, c'était le 4e mur, puis Mon traître, puis Profession du père, dans l'ordre. Dans l'ordre de parution. À vos côtés, dois-je le présenter, l'enfant du pays finalement, puisqu'il vient de faire sa résidence, Wilfried Nsondé, avec un océan, 2 mers, 3 continents. Vous vous attaquez, vous vous confrontez pour la première fois à l'exercice du roman historique, et pas que, hein, roman d'aventure, roman de pirate, avec la vie de Nsaku Nevunda, ça va, baptisé Don Antonio Manuel le jour de son ordination. On est au tout début du XVIIe siècle, sur les rives du fleuve Congo. Et le roi des Bas-Congo, Alvaro II, le choisit pour être ambassadeur au Vatican, avec comme mission plus ou moins secrète de faire abolir l'esclavage. Alors vous nous emmenez avec lui en voyage, parce que le Vatican, c'est loin, ça demande quelques années pour rejoindre, puisqu'il va se retrouver sur un vaisseau qui fait la traite. Et donc, il va passer par le Brésil, puis par le Portugal, puis par l'Espagne, avant d'atteindre Rome. Cet homme a existé. Un buste de lui existe à Rome, sous le nom de Nigrita. Et c'est sa voix, d'outre-tombe, qui va nous raconter son histoire. Juste une petite précision, s'il quitte le Congo, c'est à la demande du pape. Oui, c'était une volonté du pape d'avoir un ambassadeur, tout à fait. Tu as raison. Ce qui est normal, vu que c'est toi qui l'as écrit. Et à côté de moi, Valère Staracelski, qui vient avec son Parlement des cigognes, publié au Cherche Midi. Et Valère, vous poursuivez dans ce livre une œuvre romanesque qui, moi, me semble basée sur la conception que le roman est un outil de connaissance, de transmission de l'histoire, de la politique, des réalités sociales. Votre roman se situe en Pologne, à Cracovie, où un groupe de jeunes Français en stage d'hôtellerie va découvrir une part sombre de l'histoire de la Pologne, celle de la Shoah, certes, mais celle aussi des pogroms qui ont duré quasiment jusqu'en 1947, les pogroms d'après-guerre. On va découvrir cela de 2 façons. Tout d'abord en faisant un footing avec eux à travers la ville, guidé par l'un d'entre eux, David, un peu dépositaire de cette histoire. Et puis dans une seconde partie, devant un tableau qui existe, le Parlement des cigognes, où un vieux monsieur de 94 ans, Sigmund, va leur raconter son histoire, lui qui revient pour la première fois dans la Pologne qu'il a fui en 1946 et qui est donc victime et témoin des horreurs perpétrées contre les Juifs en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Alors, puisque notre thème, c'est l'histoire, moi, c'est une question que je voudrais vous poser à chacun, parce que vous êtes tous dans des périodes historiques, dans des lieux très différents. Comment
on choisit un événement en particulier ou est-ce que c'est peut-être l'événement qui vous choisit? Valère, par exemple, moi je me suis posé la question alors, pas du pourquoi on fait un livre, mais est-ce qu'une des idées de départ, c'est que justement sur ce thème de la Shoah, il y aura peut-être bientôt plus de témoins vivants et que finalement c'est le moment où il faut que les romanciers continuent à parler de cette histoire-là, continuent à transmettre? On m'entend là, oui. Oui, c'est sûrement une des raisons. En fait, ça s'est fait un peu par hasard parce que c'est lors d'un voyage en Pologne, j'étais sur un autre roman. Enfin, comme j'ai du mal à comprendre la période actuelle, j'écris sur beaucoup de romans, enfin, d'histoire, notamment. Je suis très engagé à gauche et je pense que La Nation a été prise par une partie du spectre politique qui a rabattu ça sur le nationalisme. Et je pense que La Nation, ça peut être autre chose que le nationalisme. Donc, notamment, j'ai écrit un bouquin sur les 25 ans avant la Révolution française. Le droit du sol, c'est les droits de France qui l'ont donné. La France est une vieille nation. Bon. Et ça, je pense qu'il faut se le mettre dans la tête pour mieux articuler avec ce qui arrive. Pareil pour l'adieu au roi, c'est la profanation des tombes royales, ce que j'avais entendu Laurent Deutsch, c'est pas lui qui écrit ces textes, c'est Buisson, raconter que Robespierre coupait un morceau de la barbe de la momie d'Henri IV. C'est faux, Robespierre n'y est pas dans la basilique, c'est un soldat qui fait ça. Et heureusement, j'ai trouvé un document de l'organiste qui jouait et qui assistait à la profanation des tombes royales, et dans quel contexte. Je rappelle d'ailleurs que dans ce contexte, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, c'est Robespierre qui monte à la tribune de la Convention pour faire établir le culte catholique que la Convention interdit. Bref, j'étais en train d'écrire sur autre chose, et je vais à Varsovie, bien sûr, je cherche partout le ghetto, je ne trouve pas de ghetto, il n'y a plus de ghetto, il y a juste un mur avec, etc. Et après, je vais à Cracovie, et à Cracovie, là, il y a un terrain vague sur lequel il y avait le camp qu'on voit dans le film La liste de Schindler. Et il y a encore un espèce de crématoire dans les ronces, en ruine. Il y a la maison de l'entrée du corps où on torturait les gens, qui est restée comme pratiquement à l'époque, il y avait des jouets aux pieds, quoi. Et puis la maison où Damon Goethe, le directeur du camp, qui tirait sur... Voilà. Et là, il y a un terrain vague. Et quand on demande aux Polonais, pour trouver ce terrain vague, ils vous envoient de l'autre côté. Donc je me suis dit, il y a un truc, et j'ai cherché, et puis donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert cette histoire. Alors ça va, j'en parlais tout à l'heure très rapidement du projet de Madagascar, parce que les Français ont proposé aux Polonais en 1937 de déporter tous les Juifs polonais à Madagascar, les 4 millions. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément, et qu'évidemment les nazis vont s'appuyer là-dessus. C'est quand les troupes allemandes, je vais bientôt terminer, verront qu'ils ne peuvent pas battre les Anglais, qu'ils n'ont pas les voies maritimes, qu'ils vont se rabattre du côté soviétique. Mais bon, les soviétiques, ça n'est pas que des esclaves, ce sont ceux aussi qui vont les battre. Et donc c'est là que la solution finale va être engagée. Donc en Pologne, il s'est passé beaucoup de choses comme ça, très importantes pour la suite. Et ce qui se passe aujourd'hui, notamment en France, l'antisémitisme qui revient, etc. Alors, j'en parle pas dans les pays occidentaux, m'a poussé à le faire. Voilà. On va y revenir. Wilfried, moi, je me suis posé la question, Nsaku Nivunda. Vous connaissiez son histoire avant? Est-ce que c'est une figure mythique dans les pays de l'ancien royaume Bakongo, ou est-ce que vous êtes tombé dessus grâce à votre frère? Enfin voilà, comment cette figure-là, comment cet homme qui a existé, est arrivé à vous? Alors d'abord, je voudrais saluer tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et remercier le festival du premier roman Z des littératures contemporaines qui m'invite pour la énième fois depuis 10 ans. Je suis content. J'espère que les gens ne sont pas lassés de me voir et de m'entendre ici. Alors en fait, le vrai point de départ de l'écriture de ce livre, c'est que sur son lit de mort, mon oncle m'a appris qu'en fait, je descendais de marchands d'esclaves. Voilà, moi qui avais toujours pensé faire partie des descendants de victimes, en fait, non. Donc, je descendais de marchands d'esclaves, et c'est quelque chose qui est assez perturbant mentalement, et donc j'avais envie de m'emparer de cette histoire de la traite et de la revisiter.
Et grâce à un livre de la bibliographie de mon frère historien, je suis tombé sur l'évocation de ce personnage-là, qui était intéressant parce qu'il avait été appelé par le pape, qui était intéressant parce qu'il est monté sur un bateau qui transportait des esclaves, mais qu'il n'était pas dans la cale. Et alors non seulement il n'était pas dans la cale, mais il avait le rang d'ambassadeur, mais il n'était ni esclave ni esclavagiste. Donc voilà, c'était l'opportunité d'avoir un regard neutre, distancé par rapport à ce phénomène de la traite qu'il me fallait absolument revisiter d'une autre manière que l'angle racial. Parce que sur les 400 ans de traite, finalement, il n'y a même pas 100 ans de traite raciale, puisque les théories de la race, c'est fin du XVIIIe siècle et que la traite se termine au milieu du XIXe siècle. Donc il fallait, ça m'intéressait beaucoup de me réapproprier cette histoire-là. Et ce personnage a aussi l'avantage donc d'avoir eu un parcours de Luanda jusqu'à Rome, plein de péripéties et d'aventures. Et c'était aussi l'occasion d'écrire un roman d'aventure, puisqu'il était attaqué par des pirates néerlandais convertis à l'islam, il était incarcéré par l'Inquisition et ainsi de suite, il était sauvé par les frères du pape de prison. Enfin, voilà, il y avait toute une série de péripéties entre 1604 et 1608. Donc une matière fondamentalement romanesque pour revisiter un sujet qui m'était cher. Voilà. Sorge, cette fois-ci, il me semble que dans ce livre, il n'y a pas de part autobiographique, alors qu'il y en avait une dans les précédents livres. Par contre, l'histoire, ce n'est pas la première fois que vous y confrontez. Il y a eu Belfast, il y a eu Sabra et Shatila. Enfin, c'est quelque chose matière qui vous est proche. Mais cette fois, de quoi c'est parti? Alors, je crois avoir entendu d'une certaine colère. Oui. Avec Internet, le problème, c'est qu'on croit que personne ne sait rien, tout le monde sait tout, donc c'est assez compliqué. Ouais. Vous nous racontez un peu? Oui, bien sûr. Moi, en 1974, j'ai 22 ans. Je suis à Libération depuis 1 an déjà. Et il y a cette catastrophe qui arrive, donc je suis trop petit pour aller sur place. Mais on a des envoyés spéciaux qui y vont. Et jusqu'à cet âge-là, moi, j'avais des colères lointaines. Le Vietnam, etc. Des colères lointaines. Et cette colère-là, elle a été immédiate et une colère française, une colère de proximité. C'est-à-dire que je m'aperçois à 22 ans que je vis dans un monde où le travail, qui est le lieu de la dignité, le travail peut devenir un tombeau. Je m'aperçois que 42 hommes sont partis à la mort certaine. C'est-à-dire que rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait pour qu'ils remontent vivants. Ils n'ont pas été assassinés, comme l'avait écrit Libération. À l'époque, ce n'est pas un assassinat. Mais les mesures de sécurité n'ont tellement pas été prises, jamais ça n'a pas été dégrisouté, ça n'a pas été dépoussiéré, ça n'a pas été ventilé. Ces hommes sont descendus au fond d'une mine où ils n'avaient strictement aucune chance de revenir vivants. Aucune chance de revenir vivants. C'était pas la fatalité, comme on l'a dit à l'époque. Hein. Non, c'est-à-dire que voilà, ma colère de jeune journaliste et de jeune homme est née au moins de 3 choses distinctes. La fatalité, ce mot stupide. Fatalité, évidemment qu'il n'y avait pas de fatalité. Et très vite, le juge Pascal de l'époque a prouvé qu'il n'y avait pas de fatalité, que ces gens ne pouvaient pas en ressortir vivants. La deuxième chose qui était importante, c'est que les journalistes de l'époque, radio, télé, etc., c'est pour ça qu'on avait créé Libération, nous, au départ. C'est pour avoir une autre voix. Et les journalistes nous parlaient de sacrifier. Voilà que des mineurs sont sacrifiés. Non, ils ne sont pas sacrifiés. Ce sont des travailleurs qui sont morts et qui ne voulaient pas mourir, qui voulaient ressortir. C'est-à-dire qu'on reprenait le vieux débat et la vieille mythologie sacrificielle du mineur qui est au front, un front comme un militaire, et qui meurt pour la patrie, pour le charbon et pour la France. Non, là, ils sont morts pour une petite paye de rien du tout, et ils sont morts en essayant de faire le plus possible de charbon pour grignoter un petit peu pour la paye de fin du mois, et ils sont morts à cause de ça. C'est-à-dire, on les a envoyés dans une mine. Les mines fermaient à l'époque, les puits fermaient les uns après les autres, et heureusement, puisque nous avons maintenant d'autres... mais en tout cas, le monde de la mine étant en train de mourir, et les gens ne se souvenaient plus du tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est réveillé avec 42 morts, et avec des gens qui disaient « Il y a encore des mineurs ?» Oui, il y a encore des mineurs. Oui, il y a 42 morts. Et quand ces 42 morts
sont rassemblés dans des cercueils sur la grande place de Liévin, le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, ne se déplace pas. Il ne vient pas. Celui qui vient, c'est Jacques Chirac, son Premier ministre. Tout ça, c'est une colère qui est immense. Et dès ce moment-là, j'étais jeune, donc j'aurais d'autres colères. Mais cette colère-là, pour moi, c'est ma colère fondatrice. C'est-à-dire que quand vous dites que oui, je ne suis pas frère de mineur, je ne suis pas fils de paysan, je n'ai pas été élevé à l'ombre des terrils, des chevalements, etc. Mais ce qu'il y a d'autobiographique en moi, en fait, j'ai offert à Michel, au narrateur, je lui ai offert des choses qui me sont propres. C'est-à-dire que psychologiquement, Michel est plus proche de moi qu'aucun des personnages dans les autres livres. Les personnages dans les autres livres ont vécu des événements qui sont les miens, mais celui-là, c'est exactement moi. Et donc je me suis dit, toute ma vie entière, je savais que j'allais... j'ai même proposé un jour une partie d'un de mes futurs romans. Il y avait une partie mineure qu'on m'a demandé d'enlever parce que soit c'était la mine, soit c'était pas la mine, mais il fallait pas que je mélange tout dans un roman. Un roman, il y a une histoire, il y a une idée, il n'y a pas quatre histoires à la suite. Et donc, je me suis dit comment faire pour le rendre hommage, pour le rendre grâce, si je puis dire. Et pour le 50e anniversaire, je retravaille parce que je vois Manuel Valls à la télé, je vois les mineurs, je vois qu'on parle encore du 27 décembre, très peu, mais on en parle encore. Et là, je me plonge dans des travaux d'historiens qui ont été faits. Il n'y a pas de livre dessus, il n'y a pas de roman dessus, à part quelques travaux d'historiens. Et là, j'apprends une chose que je ne savais pas, que nous-mêmes, à l'époque, on ne savait pas, que la presse n'avait pas relevé, c'est que les veuves de mineurs, les veuves des 42, lorsqu'elles ont reçu les fiches de paye de leur mari mort, La journée leur avait été ils se retirée. sont aperçus que les 3 jours qui manquaient, ils étaient morts. Les 3 jours pour terminer le mois leur avaient été enlevés de la fiche de paye. Elles sont aperçues qu'on avait enlevé de la fiche de paye les bottes de la mine qui avaient été endommagées, leurs casques, leurs bleus de travail et leurs outils. C'est-à-dire que non seulement on les assassine, mais en plus on retire de la fiche de paye ce avec quoi ils sont morts, c'est-à-dire... et les femmes voient ça et se rendent compte de ça. Et on voit des femmes à la télévision à l'époque qui disent « Ah, c'est pas chic ». Et ce « c'est pas chic », ça met encore plus en colère que tout. Et ce jour-là, pour le 50e anniversaire, je me suis dit « Ça y est, c'est le moment ». Moi, il me semble qu'un des points communs que vous avez, peut-être tous les trois, à travers ces livres, c'est de donner ou de redonner voix aux oubliés. Particulièrement le cas pour Sorge, mais il me semble que... tous. Enfin, moi, je sais que j'étais en Pologne pour interviewer Jaruzelski, mais après, lorsqu'il n'était plus rien, c'est juste un vieux monsieur dans un fauteuil. Et pour rigoler, j'ai demandé à 4 taxis au ghetto, s'il vous plaît. Effectivement, 3 ont dit « Le quoi ?» Et le 4e m'a emmené au musée des combattants polonais, Goy, morts pour la Pologne. Et c'est vrai, je sais, mais c'est vrai que ça, on a envie, jusqu'à épuisement, de le rappeler. Donc, on a envie de rappeler l'esclavage, on a envie de rappeler la Shoah, et on a envie de rappeler toutes ces petites choses qui font que l'on est là aujourd'hui en homme et en femme libre. Donnez voix à Nigrita, j'imagine qu'il n'y a pas eu 15 000 essais sur lui. C'était important à un moment de se dire, à la fois je fictionnise et en même temps, Vous avez comblé les trous, en fait, de sa biographie. Alors, j'ai surtout inventé sa perception, puisque alors, son parcours est connu. Hein, il part de Luanda, il passe par le Brésil, la Caraïbe, le Portugal, l'Espagne, jusqu'à Rome. Tout ça est plus ou moins connu et documenté en tout cas, mais ce qui était intéressant pour le romancier que je suis, c'est d'inventer sa perception et de faire de sa perception un regard universel, puisqu'il a traversé le début du XVIIe siècle. Il a vu le martyre des Juifs en Italie, en Espagne, au Portugal, la condition des femmes au Congo, au Brésil, dans la Caraïbe, en Europe. Voilà, c'est parce que... Et ça m'intéressait, j'ai écouté Sorge avec beaucoup d'attention quand il parlait des femmes de mineurs qui se rendent compte qu'on retire le prix des bottes.
en me plongeant donc dans ce qu'avait été la traite, par exemple, je me suis rendu compte que finalement, c'était plus généralement quelque chose qu'on connaît encore au XXIe siècle, que l'argent est plus important que la vie humaine. C'est finalement le principe, le préalable de l'esclavage et des situations qu'ont pu connaître les mineurs au XXe siècle. Voilà, et je pense que c'est intéressant que le roman s'empare de l'histoire en lui donnant une autre portée, de ne plus circonscrire ce qui se passe à des pays, à des individus précis, mais d'essayer d'en extraire une moelle beaucoup plus universelle qui peut interroger, qui peut intéresser partout. Voilà, dès l'instant, et je finis avec ça, dès l'instant où la vie humaine est moins importante que l'argent, toutes les dérives dont on parle dans nos livres deviennent possibles. Finalement, il a vu le pape, mais quoi, il est mort 3 jours après son arrivée à Rome, c'est ça? Est-ce qu'on sait s'il a eu le temps de lui parler de l'esclavage ou pas du tout? Ce qu'on sait, c'est qu'il a rencontré le pape, que le pape était très impressionné par son intelligence et par la profondeur de sa foi, mais qu'il est mort très vite. En vérité, je doute fort qu'il ait parlé de l'esclavage. L'esclavage au XVIIe siècle, dans le monde entier, dans tous les peuples de la Terre, l'esclavage est quelque chose de normal. Le fait qu'il y ait une inégalité fondamentale entre les êtres humains, au XVIIe siècle, qu'on soit au Congo, en Amérique du Sud, en Chine, en Inde ou en Europe, est quelque chose qui ne se discute pas. Tout l'intérêt de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une vraie révolution dans la pensée, mais qui nous informe sur le fait qu'avant ça, ça n'existe pas. L'Église se posera la question avec la controverse de Valladolid presque un siècle plus tard, mais dont la conclusion ne sera pas... Oui, mais les discussions de cette controverse-là ont un fondement économique. Il s'agit de mettre en valeur toutes les étendues fertiles qu'on a découvertes dans le Nouveau Monde. Voilà, c'est pas, enfin, je pense, c'est pas un vrai débat. Il s'agit de justifier, de permettre la surexploitation d'un espace. Un nouveau territoire. Ouais. Voilà. Valère, pour raconter cette histoire, vous prenez effectivement un témoin, mais par contre, vous placez des jeunes Français à Cracovie. Vous m'expliquez pourquoi vous avez fait ce choix-là? Moi, j'ai tendance à trouver un choix très européen. Pourquoi est-ce que ça va être eux les passeurs? Quand j'étais adolescent, on allait à la carrière de Châteaubriand. Il y avait un peuple sans mémoire est un peuple sans défense. Donc j'étais très frappé par ce que dit Eric Hobsbawm dans son Histoire courte du XXe siècle, où il dit que l'ultralibéralisme dans lequel nous sommes produit un éternel présent. Il y a un présentisme, un éternel présent, et il y a des générations qui sont dans cet éternel présent, et comme dire, il y a une espèce d'absence de la connaissance historique, quoi. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a un travail qui se faisait avant par transmission aussi dans les familles, etc. Et alors, je ne sais pas où ça en est, mais quand même, il me semble qu'il y a un problème avec ça. Et je prends juste l'exemple à Drancy. Donc, il y a une école qui avait décidé de faire les ambassadeurs de la mémoire. Donc, c'est une école à Drancy, juste à côté de la cité de la Muette, où on a parqué les gens pour les emmener à Auschwitz-Birkenau, 60 000 à peu près. Et il y a le wagon, un des wagons dans lesquels... Et donc, ils avaient lancé le truc en 2015, mais ils ont dû interrompre parce qu'un des élèves qui venait de ce lycée-là était un des assassins du Bataclan. Et ils ont continué après. Et il y a une petite élève qui dit, mais je passais devant ce wagon, je passais devant la cité, j'habite ici, je suis né à Drancy et tout, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. Et à l'envers de ça, il y a le gouvernement polonais qui, aujourd'hui, a fait voter une loi
qui dit qu'on ne peut pas, alors ils ont raison, on ne peut pas dire des camps de concentration polonais parce qu'ils étaient sur le territoire polonais, mais c'est des camps d'extermination nazis, mais qui dit que quiconque, donc je vais avoir du mal à me repointer là-bas, et en plus moi je ne suis pas d'origine polonaise, hein, je suis d'origine russe, donc j'aggrave mon cas. Non mais je plaisante. Et donc qui dit que toute personne qui avance l'idée que les Polonais ont pu participer à l'antisémitisme actif sont passibles de 3 ans de prison. Or, moi, les faits que je rapporte là-dedans, c'est des procès qui ont eu lieu dans les années 50, donc tout est rigoureusement vrai. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Ida, avec cette nonne qui se découvre, ses origines. Il y a un autre film qui s'appelle aussi Cours sans te retourner. C'est vrai que sur les 22 000 justes, parmi les nations, il y a 6 000 Polonais, mais quand même, dans le bouquin, les voisins, Gross racontent comment il y a eu des pogroms. Enfin bon, on sait tous qu'à partir du moment où les Juifs sont arrivés au Xe siècle en Europe centrale, Catherine II, l'impératrice de Russie, a dit les résidences, c'est à l'ouest, ni Saint-Pétersbourg, etc. Donc c'était Biélorussie, Pologne, etc., etc. Il a fallu attendre en fait la révolution bolchevique pour qu'ils puissent circuler un peu partout. Et d'ailleurs, pour ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existait pas, hein, il était toujours très fort, notamment en Ukraine. Et d'ailleurs, pour rebondir sur pour reprendre ce que disait Wilfried tout à l'heure, les bolcheviks ont été considérés comme des traîtres à la race blanche, parce que c'est les premiers qui ont dit que, dans des textes, en tout cas, ça veut dire qu'ils l'ont appliqué, hein, mais qui ont dit qu'un noir valait un blanc, qu'un blanc valait un noir, etc., etc. Et il y a des textes qui viennent de sortir aujourd'hui sur Hitler, un bouquin qui vient de sortir sur les racines américaines de la politique d'Hitler, qui dit on va faire avec les Juifs ce qu'ont fait les Américains avec les Noirs. Mais voilà, donc il y a quand même un problème d'acceptation de l'autre, un problème colonial, quoi, hein, qui est réel. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'il faut qu'on sache si on veut rester dans une démocratie, faire société, etc., etc. Et la connaissance historique, bien sûr, c'est terrible. Je termine là-dessus. Moi, je pense qu'il faut faire l'Europe. Je pense qu'il faut articuler les nations avec l'Europe. Simplement, avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on voit bien qu'on est dans une espèce d'impasse. Donc, si on construit l'Europe avec des pays qui se ferment et qui veulent être éthiquement purs, ça va être très compliqué. Donc, il y a un travail à faire. On ne va pas vitupérer l'époque, mais on va travailler, et ça en fait partie. Enfin, j'essaie. Juste ce que je voulais rajouter, c'est que la phrase qui est bannie par les Polonais aujourd'hui et qui vaut 3 ans de prison, c'est le mot camp de la mort polonais. C'est ce que j'ai dit au début. C'est ça, mais ça, voilà. Non, mais ça c'est vrai parce que c'est d'ailleurs Barack Obama avait fait la connerie, mais c'est surtout le fait de dire qu'ils ont participé eux aussi. Voilà. Moi, ce que je raconte dans le bouquin, Bien c'est sûr. les 300 000 Polonais qui se cachent dans les bois. Il en reste 25 000 en 1944 et il y a des pogroms jusqu'en 1947. C'est ça, mais je veux dire, Oui. c'est une loi. Oui, c'est vrai, on ne peut pas dire que les camps de la mort polonais sont les camps nazis en Pologne, mais dire ça, ça recouvre autre chose. C'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que c'est le début, c'est un coin qui est rentré dans la porte pour permettre d'aller plus loin sur le fait que, en gros, non, les Polonais n'étaient pas en train de vivre dans les villages à côté. Non, ils n'ont pas arraché de dents aux morts juifs, etc. Non, tout ça est absolument faux. Donc c'est une petite loi de rien sur un mot camp de la mort polonais. C'est vrai que historiquement c'est faux, mais lorsqu'ils font ça, ils sont en train non pas de réviser l'histoire, mais de rentrer dans une phase négationniste qui va être beaucoup plus importante que ça. Et c'est la porte ouverte. J'avais envie de rebondir à ce qu'a dit Valère. Faire l'Europe, pourquoi pas, mais il me semble, et c'est pour ça que ce personnage-là m'a intéressé, il s'agit de faire le monde. Parce que, je veux dire, qu'on cesse de croire qu'on peut faire ou la France entre les Français, l'Europe entre les Européens. Non. Au XVIIe siècle, déjà, on a ce prêtre qui est un prêtre de la campagne du Congo, mais qui est
pétri d'une foi qui lui vient du Moyen-Orient, qui est formé entre autres par des gens qui viennent du Portugal, et son périple est mondial. Nous sommes mondiaux. Je pense qu'il y a un leurre fantastique dans la nationalité, dans le continentalisme. Voilà, tout est imbriqué. Le monde est imbriqué. Ouais. Et il serait temps de penser monde. Ouais, en même temps, je pense que l'antinationalisme, c'est le luxe des gens qui ont une nation. Pardon ? Je trouve que l'antinationalisme, c'est le luxe des gens qui ont une nation, qui ont un État. On peut demander aux Palestiniens, par exemple, s'ils ne veulent Voilà. pas une nation, par exemple. On peut demander aux Basques, etc. On peut demander aux Kurdes. Quand j'entends dire que les Kurdes sont nationalistes, bah oui, évidemment. Tu ne peux pas demander aux Kurdes de penser monde. D'abord, il y a une nation kurde, et ensuite, peut-être, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Je pense que c'est luxueux de penser monde. Voilà. Oui, Je pense que pour penser monde, il faut être à l'abri derrière ses frontières. Lorsqu'on n'a pas de frontières, pas de drapeau, pas d'hymne national, etc., penser monde, c'est pas facile. J'y arrive. Mais alors, Mais tu as deux drapeaux, tu as deux hymnes nationaux. Au moins deux. non, mais juste pour terminer sur la loi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'il y ait les camps, donc il y a Madagascar, ça a échoué, après l'Union soviétique, ça a échoué, ils ont fait les ghettos et après les camps. Quand même pour la Pologne, quand il y a eu le pacte germano-soviétique, partage de la Pologne, les soviétiques sont arrivés d'un côté, etc. Bon, il y a 300 000 juifs polonais qui se sont barrés côté soviétique. Ils étaient déportés, mais ils ont eu la vie sauve. Ceux qui sont restés du côté des Allemands, il n'y a pas eu de vie sauve. C'est-à-dire qu'il y a eu la Shoah par balle, par coup de bâton, par coup de pelle et tout, devant les Polonais, très vite, quoi. Donc, ils étaient, avant même qu'il y ait les camps. Donc et si Himmler fait son discours en disant nous avons une tâche très dure qui est d'éradiquer la race juive de terre avec les enfants, etc., il le fait sur le territoire polonais. Parce qu'il savait que là, c'est certainement l'endroit où il pouvait le mieux le faire, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de juifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu... Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Les Gardiens du Zoo. Les Gardiens du Zoo de Varsovie, ils en ont sauvé 300, quoi, en les planquant, bien sûr. Mais en même temps, des juifs polonais déportés qui sont retournés chez eux dans des villages où il y avait encore écrit interdit aux chiens et aux juifs sur les magasins, après la guerre, après la Shoah. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Gomulka a demandé à Staline ne renvoyez pas les juifs tout de suite. Et comme la Pologne a été complètement déportée comme ça, donc ceux qui seraient installés sur les territoires après l'Allemagne s'allaient, mais ceux qui rentraient chez eux, ils étaient tués, ils étaient massacrés, et c'était fini, complètement. Par la population Pas polonaise. par la population polonaise, bien sûr, oui. Mais il n'y avait plus Hitler, il n'y avait plus que les Polonais. Ah non, on est d'accord. Wilfried, tu le disais tout à l'heure, l'esclavage, au début du XVIIe siècle, ce n'est pas une question de couleur. Finalement, c'est plus une question de classe sociale. Oui, et d'ailleurs, l'esclavage dans l'humanité commence dès avant l'Antiquité. Et effectivement, parce que pour ce livre-là, il a fallu que je me documente beaucoup, notamment ici, quand j'étais en résidence entre 2014 et 2015. Merci beaucoup, lecture en tête. Et j'ai constaté qu'effectivement, l'organisation d'un bateau qui transportait des esclaves, si on prend la peine d'occulter la question raciale, qui n'est pas une question au début du XVIIe siècle, eh bien c'est une organisation pyramidale qui a pour but de faire des bénéfices en vendant le plus grand nombre d'êtres humains possible. Donc il y a un capitaine, des officiers, des matelots, des esclaves qui sont mieux nourris que les matelots, parce que les esclaves rapportent, les matelots coûtent. Il y a un médecin pour les esclaves, il n'y a pas de médecin pour les matelots, et ainsi de suite. Il y a toute une série de punitions pour mater les esclaves, mais qui sont d'ordre psychologique plus que physique, comme laisser les morts parmi les vivants pour qu'ils réclament qu'on les sauve. Voilà, donc c'est toute une entreprise pour casser la résistance des êtres humains, mais pas leur corps, comme nous ont fait croire les abolitionnistes. Alors donc c'est un système économique de surexploitation et de domination. Et un système économique qui fait qu'on peut vendre ses propres enfants, puisque les Européens prenaient maîtresse sur place, avaient des enfants et étaient capables de vendre maîtresse et enfants une fois arrivés à destination.
tous les esclavagistes d'Europe, d'Afrique, des Amériques, d'Asie ont très vite compris que l'une des manières de produire soi-même ces esclaves, c'est d'en faire en violant les femmes. Voilà, l'histoire de l'esclavage français, par exemple, c'est 400 ans de vente de ses propres enfants. Voilà, sur le motif, à partir du XVIIIe siècle, de la couleur de peau. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais qui est assez effrayant. Voilà. Et donc, mes ancêtres eux-mêmes ont largement violé pour vendre les enfants qu'ils pouvaient produire. Et dans les esclavagistes disent que la marchandise humaine est très abondante et facile à capturer. Et elle se reproduit en captivité, donc c'est très avantageux en termes de business. Est-ce que tu nous lirais un court extrait? Oui, mais alors, il faut que je trouve mes lunettes d'abord. Enfin, les vraies, parce que celle-là, c'est pas... Non, tu choisis. Oui, je sais, j'aurais pu vous en parler avant. Je te passe le tien, oui. Alors, comme j'étais pas au courant... Ah ouais, voilà. J'ai trouvé, bingo. C'est une page, 2 pages? Ouais, une page courte, qu'on entende le texte quand même à un moment. Alors, je situe le passage, c'est après la traversée de l'Atlantique. Les esclaves viennent d'être vendus au Brésil. Sœurs et frères vendus dans le Nouveau Monde, violés, humiliés, niés. Une peine abyssale me consuma. À vous offrir, je n'avais que ma culpabilité et ma promesse d'aller jusqu'à Rome pour plaider votre cause. Puissiez-vous seulement me pardonner. Et après votre départ, une fièvre de transe brûla mon front. Remontant du fond de leur repos éternel, les ancêtres bourdonnaient leurs reproches à mes oreilles, me blâmaient sans relâche. Je croulais sous le poids des remords au souvenir de la barbarie qui avait régné sur le vent Paraclet. J'étais rongé par le dégoût d'avoir éprouvé de si près la capacité des hommes à torturer leurs semblables et à légitimer les souffrances qu'ils leur infligeaient. Vous avez disparu, mais votre rancœur, elle, était bien présente. Vous me méprisez de n'avoir rien fait, je fus hanté par vos dépouilles décomposées et perdu dans l'abîme de l'océan. Je redoutais votre jugement. Ma relation à Dieu en fut durablement perturbée. Loin de toute institution religieuse depuis plusieurs semaines, ma foi se mua en un rapport plus direct avec l'au-delà, où je me surpris à interroger Dieu sur sa création. Dans l'enclos du vent Paraclet, je cheminais seul désormais. J'avais été incapable de trouver un moyen de tisser un lien, de créer les conditions d'un échange alors que vous me sollicitiez désespérément de vos cris incessants. J'aurais dû trouver la force d'aller vers vous, d'insuffler une pulsation collective, une énergie qui serait passée de vos corps aux miens, vous aurait consolé et permis une issue plus heureuse. J'avais échoué. Nous avions navigué ensemble, murés dans la violence, sans jamais nous regarder ou nous sourire. Vous étiez partis, sans que je connaisse vos noms ou le fil de vos vies. Je tournais en rond et ruminais l'amertume en silence. De son côté, le capitaine savourait sa victoire d'un rire tonitruant, un terrible gloussement animal qui me revenait en écho. Merci. Sorge, c'est une question qui pourrait aller à vous trois d'ailleurs, mais quand on s'attaque à quelque chose qui a eu lieu, qui est un événement qui fait partie de l'histoire, et qu'on en fait un roman, quelle liberté on a, quelle responsabilité on a? Et puis, je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement. Est-ce que c'est justement pour respecter ces 42 qui ont existé
que vous en avez créé un 43e de fiction? Je crois que mes limites d'auteur, c'est que je suis journaliste. C'est ma limite d'auteur, c'est-à-dire que je pense qu'un auteur, un vrai auteur, je le fais exprès, mais un vrai auteur pourrait inventer la ville de Laval. Inventer Laval. Avec une cathédrale qui n'existe pas, avec 4 ponts qui n'ont jamais existé, etc. Il a le droit. Moi, j'ai besoin de venir à Laval, j'ai besoin de marcher dans ces rues, j'ai besoin de marcher sur les pavés, j'ai besoin de goûter la pluie, j'ai besoin de tout ça pour ensuite faire entrer un personnage de fiction à l'intérieur. Mais je m'oblige à ce que le cadre, le théâtre dans lequel le personnage de fiction va évoluer soit vrai, soit réel. Après, le problème, c'est je suis qui, moi? Moi, je vais m'attaquer au nord, je vais m'attaquer à la mine, je vais m'attaquer à la dernière grande catastrophe minière de France. De quel droit? Pourquoi? Je suis qui pour le faire? Et donc, je sais, je ne sais pas à quel point, je vous le dirai, mais à quel point, à un moment donné, je vais être confronté aux veuves, aux orphelins, à la vraie mémoire. J'ai une date, le 27 décembre 1974. J'ai un chiffre, 42 morts. Date sacrée, chiffre sacré. Parce que je suis journaliste et parce que je suis humain, je respecte infiniment ce fait. Je respecte infiniment, c'est un drame, c'est une catastrophe réelle qui était dans les journaux, qui est dans les cœurs, qui est dans les ventres. Je vous rassure que dans le Nord, parce que ailleurs les gens s'en sont un peu foutus. Mais en tout cas, dans le Nord, ça existe, c'est vivant. Et moi, je respecte ça. Et mon problème, c'est comment rendre hommage au 42, comment rendre hommage au 27 décembre, sans les abîmer et sans violer la date et sans violer les faits. Et donc, le problème que j'ai eu, c'est un problème simple, c'est qui peut raconter ça? Je ne peux pas être, évidemment, je ne peux pas être l'un des morts, c'est juste obscène. Même pas le copain, d'un cousin qui aurait connu l'un des morts, c'est pas possible, parce que je vais avoir les vraies personnes en face maintenant. Et donc, j'ai inventé ce 43e, ça s'appelle le jour d'avant. Les Québécois disent il ne faut pas divulgacher la fin. C'est une expression absolument magnifique, divulgacher. Donc je ne divulgacherai pas la fin, mais ce que je peux vous dire, c'est que je me suis arrangé pour créer un 43e sans toucher au 42, ce qui était assez compliqué. Mais pour revisiter toute l'histoire, il fallait que je crée un personnage qui soit différent de la vérité, différent, qui soit un personnage de fiction. Mais je ne m'autoriserai pas, je n'aurais pas pu m'autoriser à être l'un des mineurs morts. Moi, je ne peux pas le faire. Je sais qu'il y en a qui auraient pu le faire, qui pourraient le faire, mais moi, je ne peux pas. Et il se trouve que, comme Wilfrid, on en parlait tout à l'heure, son livre, son après-livre, a une très belle histoire, parce qu'il est reçu un peu partout. Et voilà, il n'y a pas que le livre. Après, qu'est-ce qu'on en fait du livre? Et moi, je ne m'y attendais pas du tout, mais pour moi, ça a été immense. J'ai été invité donc, aux cérémonies officielles le 27 décembre 2017, l'année dernière, et j'ai été invité à lire un passage du livre entre le Te Deum, la sonnerie aux morts. C'est-à-dire c'est un moment qui est ne pas lever la tête, parce que tous les vieux mineurs sont là, ils sont venus du Nord, de Belgique, sont venus de partout, parce qu'il y a les veuves, parce qu'il y a les orphelins. Parce que et là, tu te dis, et tu comprends quand tu es là et que tu lis le passage de ton livre, tu te dis, voilà, il ne fallait pas jouer avec ça. Et quand après, des mineurs viennent me voir et m'expliquent le livre, en me disant, je suis désolé, je ne vais pas divulgacher, mais presque, en disant, tu sais mon gars, ton 43e, on le prend avec nous. Il fait partie de nous. Là, tu te dis, ok. Mais ce ok-là, cette phrase-là, ces gars-là, qui brusquement prennent ton livre comme une part de leur histoire et te prennent comme une part de leur peuple, avant d'arriver à ça, je pense qu'il faut un respect infini pour les 42 et pour la date. Et tu n'as pas le droit de jouer avec ça. Moi, je me souviens d'un roman qui n'a pas marché heureusement, où la personne était un déporté dans un convoi qui partait à Auschwitz. Le narrateur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Moi, ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. En revanche, Wilfrid, dans ta démarche à toi, qui n'est pas de jouer avec l'émotion, avec les ongles sur les griffes du wagon, mais qui est de nous raconter un homme, de le faire revivre,
de nous dire qu'il a existé, ça, je pourrais le faire. Ça, je pourrais le faire. Mais là, je ne pourrais pas intervenir sur quelque chose qui a eu quand même une renommée plutôt nationale. Je ne peux pas être l'un des compagnons de la résistance, de la libération. Je ne peux pas faire ça. En revanche, prendre fait et cause, et corps, et tête, et pensée pour donner vie à un homme que l'on ne sait pas, ça, je trouve ça formidable. Donc ça, j'aurais pu, effectivement, ça, je ne m'interdirais pas ça, parce que l'incarner, comme Wilfrid l'incarne, c'est le faire vivre. Donc il le fait revivre. Mais moi, je ne peux pas refaire vivre ceux dont les noms ont des visages et sont connus et sont gravés dans le marbre. Tu nous lis un extrait ? Oui. Alors, je vais vous lire un extrait. Non, ça va aller. L'extrait que je vais vous lire, c'est la table familiale. C'est une famille de paysans. Et il y a le père, il y a les 2 frères et il y a la mère. Et le grand frère, donc, Joseph, annonce au père qu'il part à la mine. Ce qui est très malvenu parce qu'évidemment, le père comptait sur son fils pour reprendre la terre avec lui. « Tu sais quoi, disait mon père, tu n'iras pas au charbon. Tu iras au chagrin. Même si tu ne meurs pas, même si tu survis à la poussière, aux galeries mal étayées, à la berline qui déraille, à la violence du marteau-piqueur, à la passerelle glacée quand tu reviens au jour, même si tu prends ta retraite sur tes 2 jambes, tu ramèneras cette saloperie de charbon avec toi. Tu auras laissé du cœur au fond. Tu seras silicosé, Joseph. Tes poumons seront bons achetés dans la cuisinière pour allumer le feu. Tu seras empoisonné. Tu seras à moitié sourd, à moitié mort. Comme les cousins de maman, comme les vieux qui se traînent à l'ombre des terrils en crachant la mine qui les dévorait. Et tu sais quoi, Jojo, personne ne la reconnaîtra, ta maladie. Personne. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent d'arrêter de fumer. Ils trafiquent leur bilan de santé. S'il est causé à 20%, ils inscrivent 10% sur la fiche. Et tu sais pourquoi ? Mon frère regardait notre père droit contre le dossier de sa chaise. Il ne savait pas, non. Il a secoué la tête. Pour que tu puisses redescendre. Voilà pourquoi. Bon pour le service, le mourant. Et si le gars meurt ? Et si le gars meurt, il faut prouver que c'était la silicose. Il faut le déterrer. Il faut l'autopsier. Il faut l'emmerder une fois encore. Pour que ses poumons dégueulent la vérité. Tout ça pour que les houillères acceptent de payer 3 francs de pension à sa veuve. Tu as vu la poussière de charbon qui recouvre la ville, Jojo ? Il a hoché la tête. Tu sais qu'il faut laver une salade de jardin 5 fois avant que l'eau ne soit claire ? Oui, il savait. Tu as remarqué que même les pigeons des mineurs sont couverts de suie ? Il jouait avec sa fourchette. Tu les as vus, les vieux mineurs ? Mon frère n'a pas répondu. Tu les reconnais ? Jojo, tête basse. Notre père penché vers lui, un pêcheur et son confesseur. Dis-moi que tu les reconnais, Jojo, quand tu les croises dans la rue, dis-le. Mon frère a haussé la tête, les épaules, bien sûr, qu'il les connaissait. Tout le monde savait, au pas heurté d'un homme qu'il avait passé sa vie à la taille. On l'identifiait à sa respiration de poisson échoué sous la grève, à ses tremblements, ses gestes lents, son dos saccagé, ses yeux désolés et ses oreilles mortes. Et aussi à sa fierté, a ajouté mon frère d'une voix douce. Notre père a été surpris, il a regardé son fils avec peine. Fierté contre fierté. Il avait perdu, il le savait. Lorsque Joseph avait mon âge, il l'emmenait à la terre comme on visite une cathédrale. Les sillons fraîchement creusés, les racines de pleine terre, les pousses délicates quand la pluie tarde, et puis les arbres, les fleurs, les papillons de printemps. Il disait que protéger tout cela était la dignité de l'homme. Mais ce soir-là, il s'est levé de la table sans un mot, lourdement, comme un mineur brisé par les étançons du puits. D'un même pas douloureux, de la paume, il a effleuré l'épaule de ma mère. Il le faisait toujours avec son fils aussi. Puis il a caressé les cheveux de mon frère, comme s'il voulait le protéger des blessures à venir. Et puis il a dit « Un mineur voit son sang tous les jours ». Il est sorti, il a rejoint son champ, le chien. Chaque soir, avant de chercher le sommeil, il contemplait son labeur comme on veille un enfant. Alors Valère, avant que je te demande de lire un extrait, Alors oui, je suis d'accord avec ce que dit Serge Chalandon sur le rapport aux gens dans l'histoire. Moi, je prends toujours des personnages qui racontent. Parce que je peux pas... Voilà, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, pour l'histoire, je pense que la liberté, tu vous posais la question, puisque Spinoza est à la mode avec le noir, c'est la liberté, c'est la connaissance des contraintes. Donc on a des contraintes qui sont... Moi, je travaille que sur archives, quoi. Donc je ne veux pas trahir ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour ça, j'ai eu beaucoup en tête, faut être
à des moments soi-même dans une grande détresse pour pouvoir décrire la détresse. Et il y a deux traductions dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est sur la croix, il y en a qui disent pourquoi m'as-tu abandonné? Et la nouvelle traduction, c'est pas pourquoi m'as-tu abandonné, qui sera un peu adolescent, mais à quoi m'as-tu abandonné? Et je pense que ce qui s'est passé pour le peuple juif en Europe centrale et un peu partout, surtout là, à cette époque-là, c'était vraiment à quoi ils ont été abandonnés, c'est une détresse. En même temps, le héros qui a existé, que je décris, il est jeune à l'époque, il est comme moi, Harry Wilner. Harry Wilner, c'est celui qui a mené le combat au ghetto de Varsovie. Quand les Allemands terminaient le boulot, il y avait des Polonais qui sortaient de la messe et qui applaudissaient. Et Harry Wilner, il dit personne ne sortira vivant d'ici, mais au moins on se bat pour la dignité, quoi. Donc ça, c'est des choses qui m'ont toujours complètement sidéré. En même temps, bon, voilà, et donc c'est cette histoire de dignité. Alors, je suis en train de rechercher le texte, je ne le trouve pas, bien sûr. Il y en a un qui est assez long, où en fait on entend d'un charnier une voix d'enfant qui demande à sa mère « Maman, j'étouffe, ouvre la porte ». Et la mère lui répond « Petit, je meurs, je ne peux rien pour toi ». Donc ils sont ils ont été exécutés la veille. Et là, voilà, c'est la fin, c'est court. Donc c'est à la fin de la guerre. Donc en fait, l'armée rouge arrive. Et donc il y a un nouveau gouvernement qui est établi à Lublin. Les droits des Juifs sont rétablis. Voilà, il y a des sionistes, des communistes, socialistes qui rentrent dans ce comité central des Juifs. Et donc ils se baladent dans toute la Pologne pour essayer de récupérer ce qui reste de vivant. Un autre jour, je me trouvais dans un village près de Katowice, dans une antenne du comité central des Juifs polonais. Son visage avait pris soudain une expression de tension, au type qui raconte. Une paysanne s'était présentée, c'était l'été en juillet. Elle tenait à la main une grosse boîte en bois qu'elle ne lâchait pas. Quand on lui a demandé ce qu'elle voulait, elle a répondu « J'ai appris par des voisins qu'ici on rachetait des enfants juifs. J'en ai justement un dans la boîte, il doit avoir 3 ans. » Interloqué, on lui a alors demandé de l'ouvrir, cette boîte. Elle s'est penchée pour ouvrir la boîte et là, nous avons été frappés de stupeur. À l'intérieur gisait, recroquevillé, un enfant qui ressemblait plutôt à... Enfin, je peux dire qu'il était totalement immobile, les yeux pétrifiés. Il regardait dans une même et unique direction. Cette petite chose, cet enfant, ne pouvait pas bouger. Il lui était impossible de remuer les jambes et ses bras. Sa bouche était tordue et n'émettait aucun son. Sa langue était déformée et recouverte d'un liquide qui coulait de sa bouche. Il est resté tout le temps ainsi dans cette boîte depuis le moment où la paysanne... Il était resté tout le temps ainsi dans cette boîte depuis le moment où la paysanne l'avait reçu de ses parents, alors âgée de quelques mois, jusqu'à ce qu'elle nous l'amène. Quand elle s'est aperçue de l'effet sur nous de la vue de l'enfant, de l'état de l'enfant, elle a commencé à se justifier. Elle avait eu peur que des voisins la dénoncent comme gardant un enfant juif. Aussi l'avait-elle tout le temps tenu enfermée dans une boîte qui se trouvait au grenier. Pour qu'il ne manque pas d'air, elle avait percé quelques trous. Elle montait de temps en temps pour le nourrir. Heureusement que la guerre était terminée et qu'elle pouvait le rendre à des juifs. Je me souviens que la peau de la figure, du cou et des bras de cette femme était recouverte d'une fine couche de sueur. C'est des archives, hein. Oui, j'ajoute quand même que le Parlement des cigognes, la Pologne, c'est le pays des cigognes, c'est là où il y a les plus cigognes qui nichent avant réchauffement climatique. Voilà. Et en fait, les cigognes n'ont pas de corde vocale, mais elles claquettent. Et donc, dès que quelqu'un approchait, ce type, les cigognes le prévenaient. Oui, c'est pour ça que ce tableau le touche autant. Et puis ce tableau, c'est aussi un peu la métaphore, justement, on dirait des parlementaires en train de se disputer, de parler métaphore de la démocratie. Oui, voilà. Et puis aussi peut-être que la sauvagerie que peuvent avoir les hommes, c'est barbare. Les animaux l'auront jamais. Oui, non, ils n'auront jamais. Je suis un truc là-dessus, parce que moi, par rapport aux animaux, j'ai grandi à la campagne. J'ai écrit un bouquin sur La Fontaine, et déjà, La Fontaine expliquait à Descartes disaient que Malebranche, les animaux, c'est des machines, c'est des montres, etc., etc. Et La Fontaine répond à Descartes, et c'est pour ça que les écrivains sont aussi importants que les philosophes. Parce que c'est vraiment un instrument de connaissance aussi. Et il disait, ben non, vous voyez, les animaux sont doués d'une nappe sensible et tout, et il fait un certain nombre de fables où il raconte des choses. Alors, il reste quelques minutes. Est-ce que vous auriez des questions pour Valère, Sorge ou Wilfried ?
C'est la première la plus dure. Hein. Et il y a un micro sans fil que je peux pas. Il y a un micro sur pattes même. Alors moi j'en ai une dernière. Justement, est-ce que le pouvoir de la fiction, pour parler de ces sujets-là, est plus fort qu'un article de journal, que le travail des historiens? Ça se situe ailleurs? Ça se situe où dans ce cas-là? Quand je me suis intéressé, donc j'ai commencé à me documenter sur l'esclavage, je me suis aussi documenté sur son abolition en France, en l'occurrence. Et j'ai cherché longtemps, et à chaque fois, c'était en 1848, la France abolit l'esclavage, les anciens esclaves obtiennent donc les droits civiques. Eh bien, c'est une fiction. Ce que le législateur et ce que l'historien nous raconte est une fiction. Parce que les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote. Elles ont attendu un siècle. Voilà, donc le débat entre ce qui est fiction et ce qui ne l'est pas, il est déjà sujet à interrogation. Mais l'avantage, quand c'est le romancier et plus le législateur ou l'historien qui s'empare de l'histoire, eh ben, c'est que la fiction est assumée. Voilà. Les autres vous expliquent que c'est la vérité, ça ne l'est pas. Voilà. Moi, j'étais trop jeune pas assez expérimenté en tout cas à Libération, c'est ce qu'ils pensaient de moi. Ils avaient raison. Pour aller à Liévin en 1974, mais je me suis vengé entre guillemets en couvrant la grande grève des mineurs britanniques contre Maggie Thatcher en 1984. Et oui, il y a une différence qui est pour moi qui est fondamentale, c'est que pendant des jours et des jours, j'ai suivi cette grève de mineurs. J'étais un journaliste, spectateur, qui racontait les mineurs. Et j'étais donc loin d'eux, même si j'étais proche, mais j'étais loin. Même si on buvait les mêmes bières, même si je ne souffrais pas avec eux. Dans un roman, j'ai le droit de m'appeler Michel Flavant. J'ai le droit d'être frère de mineur. J'ai le droit d'avoir un père paysan. Et j'ai le droit de mettre au service des 42 et au service du 27 décembre, j'ai le droit de mettre mes propres larmes, ma propre colère, ma propre vie. C'est-à-dire que ce que ne m'offre pas le journalisme, et heureusement, le reporter, pour moi, il ne doit pas dire « je », c'est obscène. En revanche, là, le roman me permet, même si je m'appelle Flavant ici, même si dans mes romans sur l'Irlande, je m'appelle Antoine, je suis luthier, dans mes romans sur la guerre, je m'appelle Georges, je suis metteur en scène de théâtre, pour moi, le roman m'offre la possibilité, enfin, de redevenir acteur. Et en étant acteur, je pense que je suis beaucoup plus à même de dire, Michel Flavant, de dire aux gens, je vous demande de me suivre chez les mineurs, au fond de la mine, et de les écouter. Je pense que cette voix-là, la voix de la fiction par ce personnage de fiction, même si ce qu'il raconte ne va pas au-delà de ce qui était dans les journaux à l'époque, mais en tout cas, on est tous Michel Flavant. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour qu'on soit tous Michel Flavant et Joseph Flavant et qu'on soit tous des enfants du Nord. Valère, sur ce... Je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une identification. De toute façon, Marx, avant de mourir, voulait faire un travail sur Balzac. Il est mort avant. Parce que si on veut comprendre ce qui se passe l'apartheid, pour moi, le meilleur bouquin sur l'apartheid, c'est un roman, c'est En attendant les barbares de Coetzee. Je pense qu'on comprend profondément. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, ce qui passe en Albanie, il faut lire Ismaël Kadare. Et alors évidemment, il faut lire les romanciers, les écrivains, les gens qui travaillent, quoi. Je parle pas de bon. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui me pose problème en France, c'est que les couches populaires sont complètement rayées de l'écran. Politiquement, idéologiquement, etc., on ne les voit pas. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens peuvent exister Donc là, c'est un romancier qui peut s'en emparer aussi. Alors, pas seulement, mais c'est aussi le rôle des écrivains. Alors, après, pour aller vite, Platon, dans sa cité idéale, il vire les poètes, il vire les peintres et les poètes. Les poètes parce qu'ils mentent. Et Aragon répond, plusieurs siècles après, par le mentir vrai. Oui, nous mentons, mais c'est un mensonge qui permet d'atteindre la vérité.
C'est-à-dire que le mentir vrai, c'est la fiction, c'est ce qui nous permet, comme a dit Sorge, d'être un tel, et de l'intérieur presque, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que le roman, c'est un moyen de connaissance et un moyen de conscientisation aussi, pour faire que la conscience arrive. Et donc, alors après, évidemment, si c'est réservé à une certaine couche sociale, sur une couche sociale, bon, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a une vocation qui est universelle et qui est transclasse. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je trouve que je viens des couches populaires, voilà, mais aujourd'hui, je suis profondément choqué par le fait qu'elles n'existent pas, quoi. Elles sont rayées de l'écran. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus, parce qu'il y a des tas d'a priori idéologiques, etc. Pour terminer, l'imaginaire, c'est pas ce qui n'existe pas. L'imaginaire, comme dit Lacan, c'est ce qui a rapport à l'image de soi, pour se construire. Donc, le roman, c'est l'imaginaire. Mais c'est l'imaginaire presque contre l'idéologie quand elle devient dogme. Donc, ça sera toujours l'espace de liberté. Dans un poème, Aragon parle de l'hécatombe des rossignols. C'est quand en Union soviétique, ceux qu'on faisait fusiller en premier, c'était d'abord les raconteurs d'histoire. C'est Isaac Babel, etc. C'est d'abord eux qu'on a tués. C'était ceux... Pour que cesse le massacre, il faut que ce soit Scheherazade qui, chaque soir, raconte au sultan, qui finira par lui laisser la vie sauve après, c'est parce qu'il tuait chaque femme après, etc. Pour faire cesser le massacre, il faut qu'il y ait, on le disait tout à l'heure, les contes des mille et une nuits, la vérité n'est pas dans un rêve, mais dans plusieurs. Mais voilà, c'est l'imaginaire qui... Donc voilà, c'est pour ça que c'est tellement important. Sorge et Wilfried sont en train de me faire leurs petits yeux pour avoir le droit de réintervenir tous les deux. Donc deux phrases chacun. Très très bref. Très très bref. J'ai eu... Je ne suis pas en train de me vanter, mais j'ai eu une seule mauvaise critique, une seule, dans l'Express, qui a dit que c'était un livre obsolète, qui voulait faire pleurer dans les corons. Et là, on a en face de nous tout le mépris de quel droit est-ce qu'on s'empare de la classe ouvrière aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas faire pleurer dans les corons, je voulais vous emmener dans les corons, ce qui n'est pas pareil. Oui, alors juste rapidement, mais je voulais rebondir quand Valère a parlé de l'apartheid et de la littérature. J'ai eu la chance de faire un débat avec André Brink avant sa mort, et quelqu'un lui posait la question, mais Monsieur Brink, mettons que l'apartheid n'existe plus, pourquoi écrivez-vous encore? Et André Brink, qui est un monsieur intelligent, il a pris le temps de réfléchir, il lui a dit, mais en fait, il a jamais écrit sur l'apartheid. Il écrivait sur l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, ça peut être l'apartheid, ça peut être la Shoah, c'est l'esclavage, c'est la mort des mineurs. Et la littérature, quand elle est efficace, elle sert à ça. Voilà, de quelque chose qui nous semble particulier, circonscrit, en faire une réflexion universelle qui se décline dans toute l'humanité. Waouh! Ah, c'est pas mal pour finir. Waouh, waouh, waouh. Un immense merci à vous trois. Donc, je ne saurais que vous conseiller de lire Le Parlement des cigognes de Valère Staraselski au Cherche-Midi. Un océan de mer, trois continents de Wilfried Nsandé chez Actes Sud et Le jour d'avant de Sorge Chalandon, ainsi que les 3 bandes dessinées chez Grasset pour Le jour d'avant. Merci à vous tous. Merci à eux. Merci à tous. Et ces ouvrages sont en vente à l'Espace Librairie. Et vous pouvez retrouver les 3 auteurs, à l'Espace Librairie pour des instants de dédicace.